Bonjour les Sakura, c'est Morgan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les formalités administratives liées à un déménagement au Japon. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande d'aller consulter la précédente vidéo que j'ai réalisée sur toutes les étapes préparatoires à l'obtention d'un visa et relié à cela l'obtention d'un COE, Certificate of Eligibility. Donc dans cette vidéo, je pars du principe que vous avez obtenu votre visa pour rester plus de 3 mois au Japon, que vous avez votre COE et que vous êtes sur le point de partir. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous présenter les premières étapes à accomplir une fois que vous arrivez sur le territoire japonais. On va commencer par évoquer les choses que vous pouvez préparer avant même de prendre l'avion, donc déjà en France. Ensuite, on abordera l'arrivée à l'aéroport japonais et enfin, le fait d'aller s'enregistrer à la mairie de votre premier logement au Japon. On y va. Donc commençons par tout ce que vous pouvez préparer en avance quand vous êtes en France, parce que ce sont des éléments dont vous aurez besoin, notamment au moment de l'enregistrement à la mairie. La première chose qu'il est utile de savoir, c'est par rapport à son nom et son prénom, ou ses prénoms en fonction de ce qui apparaît sur votre passeport, savoir écrire la version en furigana, donc avec des katakana, de votre nom et de votre prénom. Pour ça, je vous recommande entre autres d'aller voir les vidéos que Rosalis avait consacrées à la manière dont on peut transcrire un prénom français en son japonais, donc en utilisant les katakana. Ensuite, une fois que vous savez écrire votre nom et votre prénom en katakana, un autre élément qui peut être utile de connaître, c'est comment écrire votre date de naissance dans le système de calendrier de l'ère impériale japonaise. Parce qu'il reste 2 calendriers qui coexistent au Japon. C'est d'ailleurs assez amusant à constater. Il existe le calendrier grégorien, le fameux calendrier que l'on connaît. Actuellement, nous sommes en janvier 2020 au moment où je tourne cette vidéo. Mais dans le calendrier de l'ère impériale japonaise, on est dans l'année 2 de l'ère Reiwa, l'ère qui a démarré avec l'institution d'un nouvel empereur en 2019. Et ces 2 éléments coexistent. C'est d'ailleurs assez amusant. À la banque, vous avez l'inscription sur votre carte de débit de la date d'expiration en calendrier grégorien, quand dans le même temps vous remplissez des formulaires qui mentionnent la date de l'ère impériale. Bref, c'est important d'aller voir comment transcrire votre année de naissance dans ce calendrier de l'ère impériale. Je consacrerai sans doute plus tard une vidéo à ce sujet-là, mais vous avez des informations qui existent déjà sur Internet à ce propos. Et par exemple, moi, je suis né en année 55 de l'ère Showa. Est-ce que vous arrivez à deviner mon année de naissance? Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour vous entraîner par rapport à ça. Ensuite, un autre élément important, parce que c'est quelque chose qui va tout de suite vous être demandé quand vous allez aller en mairie, c'est de bien connaître votre situation personnelle par rapport à l'assurance maladie d'une part et par rapport au système de pension de retraite d'autre part. Par rapport à l'assurance maladie, il y a un site qui, pour les Français, doit faire référence et que vous devez consulter. C'est le site du Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale. Chaque cas est différent, même si certains cas sont assez similaires et largement documentés sur Internet. Par exemple, c'est le cas des étudiants et des gens qui partent en working holiday, en PVT. Certains cas le sont un peu moins, comme mon cas, c'est-à-dire un fonctionnaire français qui est envoyé en mission au Japon. Au Japon, l'assurance maladie, avec un terme dédié Hōken, d'ailleurs à propos des termes qui sont utiles au moment de son enregistrement à la mairie, Rosalis vous fera une vidéo qui fera un focus particulier sur le vocabulaire à préparer et à connaître à ce sujet. Donc par rapport au Hōken, il faut savoir qu'il y a 2 assurances maladie qui coexistent. L'assurance maladie des salariés, qui est appelée Shakai Hōken, et l'assurance maladie publique, au sens l'assurance maladie nationale, Kokumin Kenko Hōken. Et même si cette assurance est gérée par les municipalités, on l'appelle assurance maladie publique, dans l'idée d'avoir un système national d'assurance maladie. Elle couvre 70% des coûts et son montant dépend de la situation professionnelle et du salaire, c'est-à-dire des revenus, plus exactement du montant fiscal payé par votre foyer au Japon. Eu égard à la France, il faut savoir que pour les salariés détachés, par exemple, au niveau de la sécurité sociale, il y a une convention bilatérale de sécurité sociale qui fait en sorte
que vous pouvez conserver, quand vous êtes salarié français détaché au Japon, le bénéfice de l'assurance maladie française et la prise en charge des soins reçus au Japon. Mais ceci est spécifique, donc j'encourage toutes les personnes qui partent au Japon sur une longue durée à se renseigner vraiment sur leur situation personnelle, notamment pour tout ce qui est étudiant et PVT. C'est vraiment des cas spécifiques qu'il est nécessaire de vérifier avant même tout départ pour être sûr d'être bien couvert au moment où vous arrivez au Japon. Ensuite, le deuxième élément à vérifier, c'est votre situation par rapport à la retraite, puisque le système japonais dispose de son propre système de retraite auquel vous êtes censé cotiser à partir du moment où vous travaillez au Japon. La pension de retraite qui s'appelle Nenkin, donc avec un système de retraite, là encore, qui se distingue en deux parties, le système de retraite classique des salariés, Kosei Nenkin, ou le système de retraite public dont dépendent par exemple les indépendants. Donc système de retraite public qui s'appelle Kokumin Nenkin, avec là encore le montant que vous devez payer qui dépend de vos ressources avec des exemptions possibles, comme par exemple les étudiants qui sont sous un certain plafond de revenus. Voilà donc les éléments à vérifier avant même tout départ au Japon. Vous avez de la documentation largement accessible en ligne qui vous permet d'aller checker justement votre situation personnelle. Maintenant, abordons l'arrivée, à proprement dit, sur le territoire japonais. Donc, cette arrivée doit se faire dans les 3 mois à compter de l'émission du COE. C'est un élément que j'avais déjà évoqué dans la vidéo sur la préparation de son visa pour arriver au Japon. Donc, quand vous êtes sur le territoire japonais, au moment de faire les formalités d'arrivée, on va vous remettre votre carte de résident, donc votre Zairyu Card, qui va vous permettre, associé à votre passeport, de rester en toute légalité sur le territoire japonais. Mais au moment où on vous remet cette carte au niveau des services de l'immigration à l'aéroport au Japon, le verso de la carte est encore vierge. Le verso de la carte a pour objectif de recenser l'adresse à laquelle vous vivez. Et donc, c'est l'étape suivante, une fois que vous avez pris votre premier logement au Japon, et au plus tard, dans les 14 jours qui suivent votre arrivée sur le territoire, vous allez devoir aller à la mairie du quartier dans lequel vous habitez pour vous enregistrer en tant que résident de la ville en question. Pour cela, les éléments à apporter sont votre carte de résident, puisque de manière évidente, c'est là où va être inscrit votre adresse actuelle, votre passeport, dont d'ailleurs il ne faudra jamais vous séparer lors de votre séjour sur place, votre livret de famille, si vous êtes marié et ou si vous avez des enfants. Éventuellement, à ce sujet-là, il faut vous attendre à fournir une petite explication sur la mention « Il n'a pas été fait de contrat de mariage », qui est classique sur les livrets de famille français, qui font référence au fait que vous n'avez pas enregistré de dispositions particulières chez le notaire sur l'acte de mariage, et qui peut surprendre le personnel administratif japonais. Dans l'absolu, en France, ça veut simplement dire que vous êtes sous le coup du régime par défaut de la communauté réduite aux acquêts pour le mariage. Éventuellement, vous devriez emmener avec vous une attestation de logement, en contrat, une facture, même si je dois vous dire que les 2 fois où je me suis enregistré en mairie au Japon, on ne m'a pas demandé cette attestation. Et si vous avez déjà été enregistré, ça peut simplifier les choses. Si c'est dans la même ville, d'apporter votre numéro d'identification qui vous a été fourni la première fois que vous êtes allé vous enregistrer, et ou alors votre numéro national My Number. My Number est un système d'enregistrement qui a été mis en place au Japon il y a quelques années pour avoir un numéro d'identification unique qui facilite tout ce qui est formalité administrative. Avec ces différents papiers, maintenant il ne vous reste plus qu'à aller à la mairie de votre quartier, donc vérifiez ça en ligne pour être sûr d'aller à la bonne mairie. Il y a généralement des sites web qui vous précisent les heures d'ouverture des comptoirs associés à l'enregistrement de déménagement dans la ville en question. Et une fois que vous allez être à la mairie, vous allez avoir un formulaire à remplir. C'est un formulaire unique à remplir pour toute la famille, donc pour votre épouse, votre époux et ou vos enfants. Vous allez remplir ce formulaire-là en mentionnant votre date de déménagement, votre date d'enregistrement, donc le jour où vous allez proprement à la mairie vous enregistrer. C'est à ce moment-là qu'il faut remplir votre nom, votre prénom avec la fuliganisation, donc la retranscription en caractère japonais qui correspond à la manière dont vous souhaitez que votre nom soit
prononcer. Et puis vous allez aussi spécifier simplement votre sexe, est-ce que vous êtes un homme ou une femme, votre date de naissance, telle que, je le disais auparavant, signifiée dans le calendrier de l'ère impériale japonaise, et puis préciser qui est le chef de famille, puisque c'est une notion encore chère aux Japonais, donc la personne qui, à proprement parler, enregistre toute la famille. À partir de là, les personnes vont, à partir des papiers que vous avez fournis et que je citais auparavant, et votre formulaire, vous enregistrer en tant que résident de la municipalité associée. À ce moment-là, vous avez la possibilité de demander un certificat officiel de résidence, ça ne coûte pas très cher, 300 yens, et vous aurez éventuellement besoin de ce papier, par exemple par rapport à l'enregistrement eu égard à différents services, et notamment la banque. Une fois que vous avez été enregistré, on va vous guider vers d'autres comptoirs, les comptoirs qui sont associés à la sécurité sociale et au système de pension de retraite. Donc c'est là où vous aurez besoin de savoir exactement quelle est votre situation. Est-ce que vous choisissez de souscrire à l'assurance publique maladie japonaise? Est-ce que vous êtes couvert par un autre service? Donc c'est à ce moment-là qu'il faut avoir toutes les pièces justificatives qui montrent votre situation personnelle. Et c'est la même chose eu égard au système de pension de retraite. À partir de là, normalement, tout se passe très bien. Les gens sont très avenants au Japon. Il y a un sens du service qui est vraiment très notable dans tout ce qui est service administratif, même si vous n'êtes pas véritablement bilingue japonais au moment de votre arrivée. Donc, pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Si vous avez préparé les différents éléments que je présentais dans cette vidéo, tout devrait bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation des formalités administratives à accomplir au moment où vous arrivez sur le territoire japonais vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions eu égard à ce processus dans les commentaires de cette vidéo. Je pourrais vous faire une FAQ associée à votre installation au Japon. Et dans tous les cas, je vous dis rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!